Voilà, nous allons donc poursuivre aujourd'hui la suite du texte, donc le texte, pardon. On y va. Donc, la suite est encore plus simple. Donc, on avait une phrase qui était très longue. Bon, maintenant, on va avoir des phrases plus courtes et plus simples forcément, puisque la première phrase étant extrêmement longue avec plein d'adjectifs absolus, vous pensez bien qu'il faut que le lecteur puisse reposer un petit peu son esprit aussi. Donc, on va avoir des phrases beaucoup plus simples, puisqu'Apulio explique vraiment très très bien. Donc quis leniter fluctuantibus promicant moles plumulae crescunt et fortes pinulae. Duratur narsus incurvus coguntur ungues adunci. Bien, on y va. Donc, quand vous avez une phrase qui commence comme ça par un pronom relatif, puisque quis est égal en fait quibus, je vous l'ai déjà dit la fois dernière, c'est pas possible. Donc ça, vous l'avez appris l'année dernière avec Madame Carion, ou Madame Gérin, ou Madame Piner, peu importe. Mais donc, quand vous avez une phrase qui commence par un pronom relatif, il faut remplacer ce pronom relatif par un faux relatif, par c'est un relatif de liaison, donc il faut le remplacer par un pronom démonstratif. Donc quis est en fait équivalent à et is. Ok? Donc et is. Alors ça se rapporte au dernier mot pluriel qu'on a rencontré. Donc c'est-à-dire quand on regarde dans la phrase qui précède, on a membra. Donc membra. Membra est sans doute l'antécédent de quis, donc de et is. Donc et ceci euh, leniter fluctuantibus. Alors on va prendre fluctuantibus. Donc fluctuantibus, si vous regardez bien, vous voyez ici qu'il y a nt. Nt caractérise en latin comme en français le participe présent. On a donc affaire à une proposition participiale. Proposition participiale avec une terminaison en ibus, probablement à l'ablatif pluriel. Donc quand vous avez un participe à l'ablatif, bien vous avez généralement affaire à une proposition participiale, c'est-à-dire un ablatif absolu. Donc quis eis leniter fluctuantibus est un ablatif absolu, une fois de plus. C'est vraiment la structure de phrase la plus courante en latin, on en a vraiment partout. D'ailleurs, c'est à ça aussi qu'on voit les gens qui ont beaucoup fait de latin en français, parce que en fait, un beau style français est un style calqué sur le style de Cicéron ou de Tacite, donc deux auteurs romains. Et à force de les traduire, puisque dans le temps, vous traduisiez énormément de textes, 10 fois ou 20 fois plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle, et donc à force de traduire ces auteurs romains, vous finissiez par acquérir des tics de langage qui étaient issus des textes latins. Donc c'est-à-dire que même encore à l'heure actuelle, c'est à cela qu'on reconnaît les gens qui ont fait beaucoup de latin, c'est qu'en fait, en français, ils utilisent beaucoup de propositions participiales, ce que ne font pas les autres gens. Donc, c'est-à-dire que on va utiliser beaucoup de participes, des structures qui sont en fait des ablatifs absolus, alors que les autres gens ne le font pas. Et c'est à ça aussi qu'on reconnaît les bons écrivains, puisque les bons écrivains en français ont un style qui est calqué sur le style des auteurs romains. D'accord? Donc, c'est en cela aussi que le latin est important, puisque finalement, il améliore votre français en faisant en sorte que vous ayez des structures de phrases complexes, qui soient des copies conformes des phrases latines. Ça va? Donc, proposition participiale, le verbe c'est donc fluctuantibus, qui est un participe présent à l'ablatif, ablatif neutre pluriel, puisque ça sera porté à membra, et puis le sujet, quis, on va mettre et eis, à l'ablatif neutre pluriel. Donc, et ceci étant agité, c'est ce qu'elle met fluctuant, notamment, fluctuation, étant agité, lénitaire doucement, c'est un mot invariable. Donc vous vous rappelez, elle est en train de battre des bras comme un oiseau. Donc, et ceci étant agité doucement. Qu'est-ce qui se passe? Phrase principale. Promicant moles plumulae. Donc vous voyez, la phrase est très courte. On a le verbe promicant à l'indicatif présent, c'est un présent de narration, troisième personne du pluriel. On cherche donc un sujet au nominatif pluriel. Et là, on a moles plumulae. Chez Apulé, vous avez toujours un adjectif. À chaque fois que vous avez un nom, vous avez un adjectif qui lui est collé. Donc moles plumulae. Des plumes molles, promicant pousse. Donc elle est en train d'agiter ses bras et vous avez des plumes molles qui poussent sur ses bras. Qu'est-ce que c'est que des plumes molles?
c'est des plumes qui ne sont pas rigides, il n'y a pas le pen au milieu, hein. Donc c'est-à-dire que c'est du duvet. Donc du duvet pousse. Crescunt et fortes pinulae. Donc on a et qui va coordonner cette phrase à la précédente, hein. Donc et, on cherche le verbe crescunt, donc troisième personne du pluriel toujours du présent de narration, et son sujet, fortes pinulae. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très très simple. Donc et des plumes fortes, dures, crescunt, croissent. Donc d'abord, vous avez sa peau qui se couvre de duvet, puis vous avez des plumes qui jaillissent du duvet, de vraies plumes. Ensuite, duratur, nasus, incurvus. Donc la succession de phrases très courtes comme cela nous indique l'excitation du personnage. Donc il est tout excité de voir cette métamorphose de la sorcière qui va se transformer en oiseau, hein. Duratur, nasus, incurvus. Donc le verbe duratur, donc c'est un verbe qui est visiblement à la voix passive, à la troisième personne du singulier. Ok. Alors on va dire que c'est un verbe pronominal. Je ne sais plus en fait. Faudrait voir le verbe duratur dans le vocabulaire. Oui, c'est bon. Donc c'est un verbe à la voix passive. Nous on va le traduire par une forme pronominale, hein. Le sujet de duratur, un mot nominatif singulier, on a nasus incurvus. Donc vous voyez, c'est vraiment d'une simplicité enfantine la suite du texte, hein. Donc son nez incurvus, incurvé, recourbé, duratur, durci. Alors incurvus, on voit que ça vient d'un verbe, hein. Donc ça veut dire que son nez s'est recourbé. Elle a peut-être un nez aquilin déjà à la base, mais son nez s'est recourbé et il durcit. En fait, il se transforme en bec. Ok, on va dire se durcit. Ensuite, coguntur et durci. Hein. Coguntur, ungues adunci. Donc le verbe coguntur, à la voix passive, troisième personne du pluriel. Donc on cherche un sujet nominatif pluriel, et là on a ungues adunci. Donc, ungues, ses ongles, au nominatif masculin pluriel, ses ongles adunci, recourbés, ses ongles qui se sont recourbés, donc visiblement ces ongles qui sont longs ont poussé, mais ils sont incurvés vers l'intérieur des mains, hein, et puis coguntur se rassemble. Donc ces mains se transforment en fait en serre d'oiseau. Donc ces ongles recourbés se rassemblent. Ok. Fit bubo pamphilé. Donc phrase très courte. Après une petite pause, le verbe fit, c'est le verbe devenir, toujours au présent de narration, troisième personne du singulier. Alors le verbe devenir, c'est comme le verbe être, un verbe d'état, donc on va chercher un sujet et un attribut du sujet. Bon, on regarde, on a deux mots qui suivent, on a bubo et pamphilé. Ils sont tous les deux au nominatif féminin singulier. Nominatif féminin singulier. Les noms d'animaux prennent en fait le genre qu'exige la circonstance. Donc ce sont des mots qui sont aussi bien masculins que féminins, dans la plupart des cas. C'est pas pour bubo, mais enfin bon, sont soit masculins, soit féminins, et c'est le contexte qui fait que si c'est un animal mâle, ce sera masculin, si c'est un animal femelle, ce sera féminin, mais ce seront les mêmes terminaisons. Donc on a deux mots au nominatif féminin singulier. Comment savoir lequel des deux est sujet et lequel des deux ne l'est pas, lequel des deux sera attribut? Eh bien dans ces cas-là, c'est toujours le mot le plus éloigné du verbe qui est le sujet. Donc pamphilé est sujet et bubo est attribut. Donc pamphile devient bubo une chouette. Donc pamphile devient une chouette. Alors pas n'importe quelle chouette. Donc c'est-à-dire que c'est une strige. Donc dans l'Antiquité, strige S-T-R-Y-G-E, ça peut aussi s'écrire avec I, je pense. Dans l'Antiquité, je sais plus si vous avez fait cette version avec des striges. Enfin bon, peu importe. Mais donc dans l'Antiquité, les vampires sont toujours des vampires femelles. Il n'y a pas de vampires mâles, donc ce sont toujours des femelles. Et ce sont pas des chauves-souris. Les vampires se transforment en chouettes. Chouettes qui viennent et qui emportent les organes des gens, des enfants, des bébés. Et les remplace par des organes en paille, généralement. Donc il y a un texte là-dessus, si vous ne l'avez pas fait, on le fera de toute façon en version. Hein. Donc Pamphile se transforme en chouette, en strige, donc des espèces de vampires féminins chouettes. Chez nous, on va traduire cela par dame blanche. Donc vous savez, c'est pas n'importe quelle chouette, c'est une chouette blanche dont le cri lugubre retentit dans nos régions pendant la nuit et effraie un petit peu les gens. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ce nom de dame blanche est aussi le nom d'un spectre. Donc, vous savez, ces dames blanches sont ces spectres qu'on voit apparaître encore à l'heure actuelle, soit dans les châteaux en ruine, soit dans les marécages, soit le long des routes, des fantômes de jeunes filles qui vont attirer les jeunes hommes vers une mort certaine.
la